Merci, je remercie le Carrefour de l'Horloge de m'avoir convié. Alors, je dois donc traiter de la question la superclasse mondiale. En quoi la superclasse mondiale détruit-elle la démocratie ou la République ? Je voudrais peut-être, avant de commencer, dire, avant de montrer comment la superclasse mondiale, c'est-à-dire en fait l'oligarchie qui a pris le pouvoir en Occident après la chute de l'Union soviétique, donc avant de montrer en quoi elle détruit la démocratie, je voudrais quand même placer mon propos sous le signe de l'espoir. Parce que comme je l'ai écrit, je dirais même comme je l'ai prévu dans mon essai sur la superclasse mondiale, je pense que la superclasse mondiale ne va pas continuer à gagner. Elle a gagné, ça fait 30 ans qu'elle gagne, mais maintenant nous sommes rentrés dans une autre période historique. Alors elle ne va pas continuer à gagner pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que le monde devient, comme on dit, de plus en plus polycentrique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pôles de puissance, la Chine, l'Inde, la Russie, on pourrait aussi penser à la civilisation musulmane. Et ces nouveaux pôles de puissance ne veulent pas être mis en tutelle par l'oligarchie occidentale. Ça, c'est la première raison. D'ailleurs, quand on voit ce qui ne va pas se passer au G20, c'est assez symbolique. Et puis la deuxième raison pour laquelle je pense que la superclasse mondiale ne va pas continuer à gagner, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement occidental de révolte des peuples qui se développe, qui a commencé avec le Brexit. Il y a eu après l'élection de Donald Trump, qui a été perçue comme une catastrophe par la superclasse mondiale. Il y a eu ce qui s'est passé aussi avec les pays européens dits du groupe de Visegrad, qui refusent de plus en plus la folie migratoire de l'Union européenne. Il y a ce qui s'est passé en Italie. Donc, je veux dire, et puis il y a aussi, je dirais, ce qui se passe un peu dans notre pays aujourd'hui. Donc, je veux dire, il me semble qu'il y a un mouvement qui aujourd'hui est occidental. On pourrait même d'ailleurs considérer que l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro est aussi, d'une certaine façon, une élection anti-système. Donc il y a un phénomène important. Je crois aussi, d'ailleurs, que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump me semble très important. C'est qu'on voit bien que Donald Trump, même si c'est un personnage particulier, un peu brouillon, etc., il a quand même, il est à l'évidence en train de répudier ce qu'aux États-Unis on appelle le globalisme, c'est-à-dire en clair le mondialisme, et il est en train, au contraire, de dire c'est l'identité des nations et l'intérêt national qui doit prédominer. Donc je dirais que du point de vue de la superclasse mondiale, peut-être que même le président Trump, c'est une sorte de Gorbatchev. Donc comme Gorbatchev, il est un peu brouillon, mais c'est quand même une remise en cause très, très importante. Donc c'est pour ça que je suis, même si je vais dire des choses pessimistes, je reste quand même très optimiste, parce que je crois que la parenthèse historique, les 30 dernières années, elle est en train de se refermer pour cette oligarchie mondialiste. Alors, j'en viens à le propos. Donc, la superclasse mondiale contre la République, contre la démocratie. Donc, j'essaierai d'évoquer deux choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que la superclasse mondiale, évidemment, et puis deuxièmement, en quoi elle détruit la démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la superclasse mondiale ? Ça revient à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en Occident au cours des 30 dernières années? C'est la prise de pouvoir par une puissance économique et financière hors sol, mondialisée, qui monopolise la richesse, qui s'affranchit de plus en plus de la souveraineté des États et qui prescrit en plus des normes politiques, sociales, en dehors de toute régulation démocratique, et qui a pour projet d'imposer ce qu'on appelle sa gouvernance au monde. Alors c'est un pouvoir dont prend deux archétypes, c'est les GAFA, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis les fondations de l'Open Society de George Soros, la société ouverte. Qu'est-ce que c'est ? Dans ces deux cas, ce sont des milliardaires cool, en col roulé, mais qui sont à la tête d'empires financiers énormes, d'empires technologiques gigantesques, et qui prétendent imposer leur vision du monde par leur richesse, par leur puissance financière ou par leur réseau d'ONG
diverses et variées, comme M. Soros, qui veulent imposer ce qu'on appelle la société ouverte, expression inventée par Karl Popper. Alors, le rapprochement des deux n'est pas uniquement polémique, il renvoie à une réalité économique. Les deux plus gigantesques fondations, c'est celle de Bill Gates et de Soros. Les deux grandes fortunes mondiales, c'est comme par hasard les responsables des GAFA et M. Soros, entre autres, donc des gens extrêmement riches. D'un point de vue métapolitique, on pourrait dire, par rapport à l'équilibre des trois fonctions européennes, dont Carrefour de l'horloge a souvent parlé, il s'agit en quelque sorte d'une inversion des valeurs. C'est la fonction marchande, les marchands, incarnés par ces grandes entreprises mondiales ou ces grandes puissances financières mondiales, qui prétendent gouverner à la place des États. Alors d'ailleurs, il est extrêmement symbolique, vous le savez, qu'un certain nombre d'États dans le monde ont commencé à désigner des ambassadeurs auprès des GAFA. Ce qui revient à dire, les GAFA deviennent des sortes d'entités étatiques qui ont les mêmes pouvoirs qu'un État. Ils ont même d'ailleurs des pouvoirs souvent supérieurs à ceux des États. Et en effet, cette superclasse mondiale, aujourd'hui, un des éléments de ce pouvoir, c'est de s'appuyer sur ces gigantesques entités que sont ces grandes entreprises mondiales ou ces grandes fortunes personnelles largement anglo-saxonnes. Les 100 premières entreprises mondiales ont un PIB, enfin un chiffre d'affaires, équivalent à celui de l'Union européenne. Donc on comprend que certains États disent finalement c'est presque des États. Alors, si j'essaie de continuer, c'est quoi la superclasse mondiale ? Prendre une formule, je vais dire, c'est le trotskisme plus Google. Comme le communisme se prétendait le socialisme plus l'électricité. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas uniquement une formule polémique, ça renvoie à une réalité historique, je crois, fondamentale. La superclasse mondiale, comme le trotskisme, repose sur l'idée de révolutionner le monde. C'est la révolution mondiale. Comme le communisme, elle repose sur l'idée, la croyance que la science va être capable de changer la nature de l'homme. Alors cette fois-ci, c'est plus l'électricité, on n'en est plus là, c'est plus la machine à vapeur, mais c'est le numérique, l'intelligence artificielle, la génétique. On va changer la nature de l'homme. Comme disent certains à la Silicon Valley, on va craquer le code. On va enfin pouvoir faire ce qu'on veut, avec tout, avec la matière humaine. Bon. Alors je citais Google. Eric Schmidt, qui est un ancien dirigeant de Google, a fait un livre qui est paru en 2013, qui est assez intéressant. Le titre de le livre, c'est « Le nouvel âge digital ». Bon, ça va encore. Façonner le futur des peuples, des nations et des entreprises. Façonner le futur. En clair, nous les géants de l'Internet, les géants du numérique, on va façonner votre futur. Bon. Donc c'est cette idée, je dirais... La superclasse mondiale, elle reprend ce vieux mythe de l'internationalisme révolutionnaire, mais elle pense que finalement, elle va réussir là où les autres ont échoué. Alors, il ne faut pas croire en effet que la fin du communisme a tué le messianisme révolutionnaire. Ce n'est pas vrai. Il a changé de nature, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et je dirais que la superclasse mondiale incarne des gens qui l'ont repris à leur compte, qui se croient élus pour faire le bien de l'humanité malgré elle, ce qui est malheureusement source de malentendus et de catastrophes. Elle pense que le marché, les grandes entreprises, le marché dérégulé, la spéculation financière ou les acteurs non étatiques, les ONG de M. Soros, présentes dans 140 pays, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, il y en a un peu plus que 140, mais bon. Alors c'est un messianisme qui renouvelle, c'est un remake, comme on dirait, à Hollywood, d'une vieille eschatologie, l'eschatologie de la fin des temps, la fin de l'histoire. Nous allons enfin unifier le genre humain. Et ça verra, la fin des temps, c'est la confusion des nations. Rappelez-vous les images, notamment de la tour de Babel. Et donc nous allons, grâce à la technique, grâce à notre puissance, et parce que nous sommes éclairés, nous allons enfin atteindre la fin de l'histoire. Alors cette eschatologie, elle a d'abord donné naissance, bien sûr, à l'idée de la révolution comme rédemption violente de l'humanité. Évidemment, ce mythe a échoué, heureusement, mais il a été repris largement par les anglo-saxons.
les Anglais d'abord, avec le mythe de la thématique de l'impérialisme, la thématique de la table ronde, c'est-à-dire de créer une sorte de Commonwealth de toutes les nations qui devaient s'agréger progressivement à la couronne britannique. Bon, évidemment, ça a complètement échoué, lamentablement, mais ça a été repris largement outre-Atlantique par l'esprit américain, et en particulier cette vision puritaine dans la croyance à la destinée manifeste des États-Unis, qui est appelée à gouverner le monde. Alors, je disais tout à l'heure, la superclasse mondiale, c'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir après la chute de l'Union soviétique. Pourquoi après la chute de l'Union soviétique? Parce que, tout simplement, après la disparition du challenger soviétique, qui était déjà très mal en point, les États-Unis, un certain nombre de gens ont pensé que les États-Unis allaient enfin pouvoir réaliser cette unification du monde pour le plus grand bien de la superclasse mondiale. Années 90, rappelez-vous, Francis Fukuyama, l'essayiste américain, écrit un livre célèbre qui s'appelle « La fin de l'histoire et le dernier homme ». La fin de l'histoire, il écrit des choses extraordinaires quand il est dit je cite, « l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de tout gouvernement humain ». Je veux dire, on a une vision quand même particulièrement étonnante. Alors, évidemment, la croyance en la destinée manifeste d'un petit groupe de gens qui pensent pouvoir avoir non seulement le droit, mais désormais le pouvoir de gouverner le monde. L'ancien PDG de Goldman Sachs, M. Blankfein, qui est d'ailleurs parti avec une prime de départ de 82 millions de dollars, disait « Je ne suis qu'un banquier qui fait le travail de Dieu ». Quelle modestie! Mais en même temps, quelle vision extrêmement dangereuse. Les gens qui se prennent pour Dieu, généralement, ça se termine assez mal. Donc c'est une propension typique du messianisme à faire le bonheur des gens malgré eux. Alors, on en vient à la question de la démocratie, de la République. Cette attitude messianique, par définition, elle heurte le droit des gens à disposer d'eux-mêmes, et même le droit des gens à rester eux-mêmes, dès lors qu'on pense qu'on va être capable de les reformater comme on le souhaite. Alors, continuons sur la superclasse mondiale. La superclasse mondiale, c'est aussi, je dirais, un autre clin d'œil peut-être à Christopher Lasch, qui avait, il y a 20 ans, diagnostiqué ce qu'il appelle la révolte des élites. La superclasse mondiale, c'est la révolte des élites. Les élites économiques, les élites financières, les élites médiatiques, les élites culturelles. Le mot élite étant pris au sens statistique, pas au sens qualitatif. Pourquoi ? Pendant très longtemps, on a cru que la révolte et la révolution, elle allait venir des masses. Rappelez-vous, Ortega y Gasset écrit un livre célèbre en 1937, La révolte des masses. Mais la fin du communisme a changé en quelque sorte de sens la révolution. Désormais, c'est ce qu'avait prévu Christopher Lasch en examinant l'évolution de la société américaine, la révolution, elle vient plus de la base, elle vient au contraire des élites. C'est les élites qui veulent changer la société à leur profit. Et pourquoi elles se révoltent ? Parce qu'elles n'ont plus peur des peuples. Elles n'ont plus peur des peuples puisqu'il n'y a plus de communisme. Il y a plus donc le mythe de la révolution, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. On est libre. Et donc, ça se traduit notamment par un mantra très, très caractéristique des oligarchies occidentales, le mantra du changement, de la rupture, du refus du monde d'avant. Cette idée, mais ça y est, on va pouvoir tout changer. On fait ce qu'on veut maintenant. On n'a plus peur. Alors, ça correspond, je dirais, un petit peu puisqu'on a parlé de la Révolution française, c'est le renouveau de la bourgeoisie des Lumières, mais au carré, élevé au carré. C'est-à-dire que des gens, des riches, qui provoquent la révolution à leur profit, pour éliminer les obstacles à leur pouvoir et à leur enrichissement, et puis qui, bien sûr, essaient d'éliminer tout ce qui fait obstacle à leur pouvoir, c'est-à-dire notamment les peuples, les nations et les États. D'où d'ailleurs le fait que cette révolte des élites, elle a induit un bouleversement du rôle des États. Les États aujourd'hui en Occident sont pas vraiment les garants du bien commun. Comme on dit souvent, l'État est partout sauf là où on a besoin de lui.
Il ne s'occupe pas du bien commun. L'État est simplement devenu un instrument de transformation de la société conformément aux souhaits de l'oligarchie. Donc, cette révolte des élites, elle induit, je dirais, une certaine nouvelle lutte des classes, qui oppose les oligarchies cosmopolites, mondialistes, déconstruivistes, aux peuples qui veulent au contraire rester eux-mêmes et qui sont devenus très largement aujourd'hui conservateurs dans le bon sens du terme. Ils ne veulent pas voir détruit leur cadre de vie. Alors, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est ce que dit Warren Buffett. Enfin, je pense que vous connaissez tous la formule célèbre de Warren Buffett, qui est quand même la troisième, qui était il y a quelques années, alors je ne sais plus aujourd'hui, je n'ai pas revu le classement Forbes, mais enfin, qui était quand même la troisième fortune mondiale, et qui disait il y a une guerre de classe, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. Vous voyez, donc, imaginons ces propos tenus en 1980. C'était impossible. Il les tient en 2006. Évidemment, le monde a changé. Et en 2006, ils n'ont plus peur de rien, ces oligarques. Alors, donc c'est ça, cette superclasse mondiale, cette espèce de nouveau pouvoir qui veut prescrire des normes, qui veut changer notre façon de vivre, tout en se plaçant en dehors de la régulation politique. Et donc en dehors de la démocratie. Alors, en quoi, si maintenant on en vient plus précisément à notre problématique, en quoi ce pouvoir est-il un obstacle à la démocratie ? Alors je dirais avant tout pour trois raisons principales, dont une a déjà été largement abordée par Henri de Lesquen, pardon. D'abord parce que je crois que fondamentalement, l'idéologie de cette oligarchie récuse la notion de bien commun et de choses publiques, d'une façon générale. Deuxièmement, cette oligarchie, elle a la phobie du peuple. Ils sont contre les phobies, mais eux, ils sont vraiment hostiles au peuple, à tous les peuples. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle remplace de plus en plus la souveraineté du peuple par le contrôle de la population, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis enfin, la superclasse mondiale, elle est mondialiste, cosmopolite, donc si on veut, elle veut supplanter les États. Cosmopolite. Oui. Bien, à vos ordres. Alors, premièrement, en quoi l'idéologie de la superclasse mondiale est-elle antidémocratique ? Elle récuse fondamentalement la notion de bien commun. Son idéologie, c'est un cocktail idéologique très particulier qui résulte de la fusion du vieux cosmopolitisme, du néolibéralisme incarné dans le consensus de Washington, et puis de l'utopie libertaire. Je voudrais insister plutôt sur ce dernier point. On pourrait d'ailleurs même parler, son idéologie, c'est une sorte de libertarisme, c'est-à-dire la fusion désormais indissociable entre une vision extensive du libéralisme économique et puis la déconstruction libertaire des sociétés. On pourrait y voir d'ailleurs des racines profondes. On pourrait penser à Mandeville, à Bernard Mandeville, qui finalement développe un point de vue paradoxal, provocateur de sa part, mais qui peut aussi être pris au pied de la lettre, au sens libérons tous nos instincts et vous allez voir, ça va créer un monde idéal. C'est un peu ce que veut faire aujourd'hui la superclasse mondiale au nom de cet individualisme méthodologique radical qui est à la base de sa vision du monde. Je rappelle ce que disait Madame Thatcher. La société n'existe pas. Ah oui, il n'y a que des individus. La société n'existe pas. Et donc c'est aussi, on le voit aujourd'hui avec la théorie du genre, derrière il y a le mythe de l'auto-engendrement de soi-même. C'est l'individualisme absolu. Je peux m'engendrer moi-même. Je peux choisir mon sexe comme je veux. Je peux choisir ma nationalité. Je peux choisir tout. Je peux faire tout ce que je veux. Alors, ça renvoie à la conception de la société ouverte, reprise de Karl Popper et aussi développée par l'école de Francfort. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure George Soros. Je voudrais citer ce qu'il écrit, parce qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages intéressants. Qu'est-ce que c'est que cette société ouverte qu'il appelle de ses voeux ? Alors, il dit
je cite, « Toutes les relations sont contractuelles. Aucun des liens existants n'est définitif. Les rapports entre l'individu et la nation, la famille et ses proches dépendent entièrement de sa propre décision. La structure organique de la société a été désintégrée au point où ses atomes, les individus, flottent sans entrave. » C'est ce qu'il écrit. D'ailleurs, c'est un point caractéristique. D'ailleurs, les oligarques, pour ça qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège du complotisme, les oligarques ne cachent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Ils écrivent ça partout, clairement. Donc on voit bien que ce mythe de la société ouverte, c'est la désintégration de la société. D'ailleurs, il l'écrit lui-même, société désintégrée. Les atomes sont libres, oui, ils sont libres, mais enfin, ils sont libres parce qu'ils n'en pèsent plus rien et qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Et donc on voit bien que cette thématique sert en réalité à attaquer toute société, tout ordre social et à propager le chaos. Parce que, au nom de ces beaux principes, concrètement, on réclame la dépénalisation de l'usage des drogues mondiale, on réclame le laxisme pénal, on proclame le droit des immigrants à s'installer où ils veulent, on en a parlé, et puis, par exemple, la légalisation de toutes les pratiques sexuelles. Et puis, on ne se borne pas à réclamer. Les ONG de M. Soros agissent concrètement, et comme l'a montré l'agence Frontex, qui n'est pourtant pas d'une super efficacité, les ONG qui vont chercher les immigrants dans les eaux territoriales libyennes pour les faire venir en Europe, ça c'est de l'action, si vous voulez. Donc la mécanique intellectuelle de la déconstruction au nom de la société ouverte débouche sur des actions concrètes de déstabilisation chaotique des sociétés. Alors, c'est un mot d'ordre qui, en fait, sape les bases, je dirais, de toute démocratie, même de tout ordre politique. Parce que si l'individu est à lui-même sa propre fin, comme la liberté des modernes n'aurait d'autre limite qu'elle-même, ça signifie tout simplement que la morale, comme dépassement de soi, n'est plus possible. Et si je cite Dostoïevski, je dirais, ça veut dire que l'homme n'a plus aucune perspective que le nihilisme. Dieu est mort. Or, sans vertu morale, la cité et la chose publique ne sont pas viables, en particulier parce que plus rien ne justifie le sacrifice de soi pour une cause qui vous dépasse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de devoir possible. Et donc, sans chose publique, il ne peut pas y avoir de société politique durable. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, progressivement, depuis 30 ans. On voit que la mise en œuvre de ces beaux principes débouche non pas sur le progrès et la société des bisounours, mais sur le chaos généralisé. Et, j'insiste pas, ça a déjà été évoqué, de même que la vision des droits de l'homme, aujourd'hui, est instrumentée comme un moyen de lutter contre les droits du citoyen. Je crois que Henri de Lesquen vient de le dire mieux que moi. Ça, c'est la première raison. Donc, il y a un fond, l'individualisme méthodologique qui est véhiculé par l'oligarchie et par tous ses relais, et en particulier par les relais médiatiques et culturels, déstabilise toute société politique et donc fatalement la société démocratique ou la démocratie ou la République. Alors, deuxième aspect, la superclasse mondiale, elle est fondamentalement dans une logique de rupture avec les peuples, d'affrontement avec les peuples. D'ailleurs, les oligarques ont plus de traits communs entre eux qu'avec leur propre population. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le citer, mais ça ne fait rien, ça veut dire qu'on radote. Jean-Claude Trichet, quand il prend ses fonctions comme président de la Banque centrale européenne, la première conférence de presse qu'il fait, il dit « I am not a Frenchman », excusez-moi. Il le dit en anglais. Il dit « je ne suis pas français ». Voilà la première chose qu'il dit. Bon, personne ne lui demandait. Alors, en clair, la superclasse mondiale a la phobie du peuple. Elle est dans une logique de rupture à l'égard du peuple. Et qu'est-ce que ça correspond ? Ça correspond à un phénomène politique important, c'est la rupture qui s'est produite à la fin du XXe siècle entre le libéralisme politique et le libéralisme économique. Pendant très longtemps, la cause de la liberté économique et de la liberté politique était la même cause, en particulier quand il s'agissait de s'opposer au communisme. Aujourd'hui, c'est fini. Et donc, nous assistons à nouveau à une rupture. Au contraire, les peuples sont perçus désormais comme un obstacle aux réformes,
comme un obstacle aux solutions que l'on veut appliquer, précisément parce qu'ils sont d'une façon indécrottable des conservateurs. Alors pour affronter les peuples, la superclasse mondiale en fait mène deux stratégies qui ne s'excluent pas d'ailleurs l'une de l'autre. La stratégie du choc, je dirais, et la stratégie de la graduation. La stratégie du choc, elle a été théorisée par un certain nombre d'économistes, notamment Jeffrey Sachs par exemple. L'idée de la thérapie de choc, c'est l'idée qu'il faut faire un choc culturel, moral, politique. C'est ce choc qui va permettre de faire passer des solutions de déconstruction néolibérale à une société qui, sinon, refuserait d'appliquer ces réformes. Donc c'est une technique. Alors, je pense il s'agit en quelque sorte de déstabiliser, notamment en faisant peur. Jacques Attali, qui a écrit beaucoup sur ce sujet, a écrit, dit notamment l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Très beau programme. D'ailleurs, c'est presque une citation tirée de Mandeville, d'ailleurs. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et donc, le but, c'est la peur est un moyen de déstabiliser les gens et donc d'empêcher une opposition à la superclasse mondiale. L'autre stratégie, elle est inverse. Elle a plutôt été évoquée notamment par Karl Popper. C'est la stratégie de l'ingénierie sociale qui consiste à faire des évolutions graduelles, mais continues, toujours dans le même sens. C'est le principe de la grenouille ébouillantée que vous connaissez. Prenez une grenouille, vous... Il paraît que c'était pas vrai d'ailleurs. On a fait l'expérience, c'est faux. Oui, je sais pas, mais je préfère pas la faire parce que c'est très pauvre bête. Alors par contre, je sais pas si la grenouille. La grenouille, non, elle ne reste pas. C'est faux en fait. Oui, d'accord. Bon, très bien. C'est un mythe. Le mythe de la grenouille ébouillantée. Bon, alors c'est un mythe. Par contre, ce qui n'est pas un mythe, c'est les politiques d'évolution graduelle. Alors, n'essayez pas de le faire, parce qu'il faut respecter la souffrance animale. Oui, c'est ça. Oui. La grenouille est un animal qui souffre. Voilà. Puis c'est vrai que les animaux, finalement, c'est comme les hommes. Bon, allez, bref. Alors, je pense qu'on peut citer deux exemples. Les réformes dites sociétales sont un exemple de politique de gradation. C'est-à-dire que c'est toujours dans le même sens, et chaque politique s'inscrit dans une seconde. Et ainsi de suite, avec un phénomène de cliquet. Et donc ces deux stratégies sont destinées à faire passer les réformes que souhaite la superclasse mondiale malgré l'opposition des populations. Ça veut dire que la vision qu'on a du peuple aujourd'hui est complètement différente de celle qu'on avait il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, le peuple, ce sont des beaufs, des ringards, c'est même maintenant, pire encore, des gens d'ultra-droite. C'est la peste brune partout. Daniel Cohn-Bendit, après le Brexit fut déjà le premier signe, le premier clignotant qui s'est allumé au tableau de bord de la superclasse mondiale, a dit « il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison ». Évidemment, quand il vote mal, c'est très embêtant. Et donc ça veut dire qu'on est dans une logique totalement d'affrontement. Le peuple, il ne faut surtout pas suivre le peuple, c'est même très dangereux de faire le peuple. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, j'ai plus la phrase exacte, mais il a dit, en général, dans l'histoire, quand on suit le peuple, on se trompe. C'est quand même ce qu'il a dit. Donc cette vision repose aussi, je dirais, sur une certaine réalité économique. Pour ces grandes entreprises mondiales, ces grands patrons en col roulé qui nous donnent en permanence des leçons de morale, l'économie, on n'a pas besoin des peuples occidentaux aujourd'hui. On peut les remplacer par les immigrants, on peut les remplacer par les travailleurs chinois, les consommateurs chinois, peut-être même demain les consommateurs africains, on n'en sait rien, et puis l'intelligence artificielle. Donc on n'a plus besoin de cette population qui nous gêne, finalement. On peut faire des tas de choses, on peut être très riche sans rencontrer cette population qui nous gêne. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Politiquement, ça veut dire que cette phobie du peuple se traduit par le fait qu'en Occident, la superclasse mondiale s'est efforcée de remplacer la souveraineté des peuples par le contrôle de la population et d'établir non plus la démocratie, mais la post-démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, la post-démocratie repose sur 5 points. Peut-être qu'on pourra en trouver d'autres, mais disons que j'en ai sélectionné 5 points principaux. Le gouvernement des juges,
hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce qu'on appelle l'état de droit en 9 langues. Ça veut dire en clair que des juges non élus, cooptés, sont plus importants que des législateurs élus, puisque les juges font du contrôle idéologique des lois, au nom de ces fameuses valeurs, entre guillemets. Deuxième principe de la post-démocratie, c'est la tyrannie des minorités sur les majorités. Je ne sais pas si vous avez fait attention, lors de l'élection de Bolsonaro, Jair Bolsonaro au Brésil, il y a un commentateur sur la télévision, alors je ne sais plus très bien si c'est BFM ou CNews, enfin bref, c'est pareil, a dit « Oh là là, mais c'est très inquiétant parce qu'il se peut que M. Bolsonaro impose la domination des majorités électorales. » C'est très grave, très très grave, parce qu'il a dit « Non, mais vous savez que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité. La démocratie, c'est la défense des minorités, des droits des minorités. » Alors ce principe, il se décline à tout instant. On le voit aujourd'hui, on nous explique que ce qui compte, c'est le point de vue des minorités. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, regardez le Parlement, c'est hier, l'Assemblée nationale a voté une loi pour interdire la fessée à l'unanimité. Pourtant, je pense qu'il y en a qui mériteraient la fessée, mais bon. Ça, c'est un point de vue typiquement pédagogue d'une minorité d'individus. Mais de même, les réformes sociétales, aujourd'hui, sont portées par des minorités agissantes. Donc, nous vivons aujourd'hui la loi des minorités. Ce n'est pas un hasard, parce que ça a été théorisé, notamment dans la logique de la société ouverte, pour déstructurer les sociétés dites fermées, les horribles sociétés fermées. Il faut utiliser les minorités comme moyen de déconstruire ces sociétés. Nous parlions tout à l'heure, je crois, du système politique. Nous vivons déjà dans un système politique où c'est les minorités aujourd'hui. On nous parle de la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire. Vous savez qu'aux dernières élections législatives, il n'y a que 38,4% des Français qui ont voté. Donc quand on nous dit c'est la majorité du Parlement, il faut avoir conscience que la majorité du Parlement, ce n'est qu'une proportion de ces 38%, c'est-à-dire une minorité. De même, le président de la République, je rappelle, a été élu avec 43,6% des inscrits. C'est pas, donc si vous voulez, nous sommes, même dans notre système politique aujourd'hui, nous avons intégré ce fonctionnement minoritaire. Ça nous paraît normal. On continue de plaquer les discours anciens liés à nos institutions, mais en réalité, nous sommes dans un régime politique qui est déjà un régime où ce sont les minorités qui gouvernent. Et puis de toute façon, comme les exécutifs ont assez largement perdu les moyens de gouverner, non seulement c'est des minorités qui gouvernent, mais en plus elles ne gouvernent pas véritablement puisque les vraies décisions sont prises ailleurs. Troisième élément de la post-démocratie, c'est la censure et la rééducation de l'opinion. Ça, c'est un point qui est assez connu, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'instrument fondamental de cette censure, c'est le pouvoir médiatique. D'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque le pouvoir médiatique est devenu, en Occident, la propriété des puissances économiques et financières. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Alors, ça correspond à quoi ? Tiens, on a parlé de la Révolution. C'est le retour, cette censure, c'est le retour de la conception terroriste de la démocratie, si je puis me permettre. C'est-à-dire en usage sous la terreur. La démocratie, ce n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, comme le dit notre Constitution, encore. Non. La démocratie, c'est un contenu idéologique, les fameuses valeurs, comme on dit, c'est-à-dire, en clair, l'idéologie de la superclasse mondiale, le mondialisme, le cosmopolitisme, tout ce que vous voulez, c'est ça. Et on utilise ces valeurs, non seulement on les invoque, mais on les invoque contre la volonté des peuples. C'est ce que font tous les jours les juges, c'est ce que fait le pouvoir judiciaire en permanence. Il s'appuie en particulier sur les préambules des constitutions, donc contenu généraliste, qu'il interprète et il en déduit des décisions judiciaires qui vont à l'encontre des lois et qui sont là pour sanctionner les lois. Donc c'est une vision très particulière. Lorsque le président Macron a annoncé son projet de loi sur les fake news, il a dit qu'il s'agit de protéger... Les fausses nouvelles. Oui, les infox, d'ailleurs, c'est paraît-il le bon nom. Les infox, donc,
Là, j'ai craqué. Hein. Attends, je n'ai pas fini, Président. Non. Je n'ai pas fini. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut faire une loi pour protéger en période électorale la démocratie libérale. L'expression n'est pas neutre. Démocratie libérale, pas neutre quand on commence à évoquer, au contraire, en Europe, l'existence d'une démocratie illibérale qui contesterait en particulier les politiques migratoires. Donc c'est pas neutre. C'est cette idée que finalement, il y a une bonne démocratie qu'on doit protéger. C'est en fait l'idéologie dominante, mais au contraire, il y en a une autre qu'on doit censurer et il n'y a pas de raison de se gêner. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette vision des choses, la liberté d'opinion doit se diviser, au contraire de ce qu'on a toujours pensé. Non, elle doit se diviser. On veut nous faire croire qu'un certain nombre d'opinions dissidentes aujourd'hui ne sont pas des opinions, mais des délits potentiels. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je pourrais citer Philippe Muret, qui avait inventé cette belle expression de cagophobe, c'est-à-dire d'enfermer le politiquement correct dans la frontière de la xénophobie, de l'islamophobie, de l'homophobie et de l'europhobie. Ça veut dire que tout ce que vous dites qui peut contester la politique du système, vous êtes malade, vous êtes un phobe, donc vous êtes un malade. C'est une vision carcérale qui s'appuie aussi, je me permets de le rappeler, sur des travaux de l'école de Francfort sur la personnalité autoritaire. L'idée, c'est les interdits doivent empêcher la personnalité autoritaire de se déployer de façon à ce que l'homme s'ouvre au charme de la société ouverte. Mais, et on revient à la question de la démocratie, s'il n'y a pas de débat possible, si les opinions deviennent censurées, si on veut transformer les opinions dissidentes en délit, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat possible. Et donc s'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de démocratie. C'est bien ce qu'ils veulent faire. Quatrième arme je dirais, du contrôle post-démocratique de la population, c'est précisément le contrôle technologique de la population. C'est là que les GAFA interviennent. C'est là le recours à la technique. Parce que c'est la société dite complètement numérisée, c'est aussi une société de traçabilité absolue, de contrôle absolu des individus. Et donc, nous sommes dans un univers où la puissance publique, qui ne s'intéresse plus au bien commun, par contre, est de plus en plus intrusive dans la vie de chacun. Je rappelle que le forum de Davos de 2015 s'est intéressé à, je cite, l'apport des neurosciences aux politiques publiques. Ça veut dire, en clair, comment on peut faire passer nos réformes grâce à l'appui des nouvelles technologies, de la cognitive, des neurosciences, en clair, de la propagande, du lavage de cerveau. C'est quand même étudié. Bon, enfin, dernier point, dernière arme, c'est le chantage économique. N'oublions pas que tous ces gens, la superclasse mondiale, le cœur nucléaire de la superclasse mondiale, c'est des grandes entreprises mondiales, extrêmement riches, extrêmement puissantes. C'est des grands financiers, très riches, très intrusifs, très puissants, qui ont une arme de chantage énorme. J'ai déjà eu l'occasion de citer, dans une autre enceinte, un président d'une des grandes entreprises des GAFA qui a dit un jour, si vous voulez, demain, on peut décider de ne plus employer un seul Américain. C'est une sorte de chantage économique, clair. Bon, donc on voit où est le pouvoir. Alors, dernier point, donc la philosophie de la superclasse mondiale, c'est un individualisme radical qui est une arme pour détruire les sociétés, donc qui est contraire à la notion de bien commun. Deuxièmement, ces gens conçoivent les peuples comme des obstacles qu'il faut surmonter, et pas du tout des éléments, des entités qui sont constitutives de la société politique. Enfin, la superclasse mondiale, elle veut imposer sa gouvernance au monde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est mondialiste ou cosmopolite. Terme gouvernance, d'ailleurs, vous le savez, venant du monde de l'entreprise. C'est un terme qui vient de là. Le verrou qui doit sauter à présent, c'est la nation. Phrase aussi qui a été largement citée, prononcée par Edmond Rothschild, écrite par Edmond Rothschild, dans une interview de 1970. Alors, j'ai dit tout à l'heure, quand on dit ça, c'est pas du complotisme. Ces gens ne se cachent pas. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent créer un gouvernement mondial.
en reposant sur deux arguments principaux, classiques, très anciens. Depuis la fin du XIXe, on en parle. Premier argument, les États sont un cadre trop petit pour résoudre les questions auxquelles ils sont confrontés. Et puis deuxièmement, les États, c'est bien connu, menacent les droits des individus, ce que ne fait pas, par définition, le doux commerce. Donc c'est une vision très ancienne, parce que finalement c'est un remake, je recommence, c'est un remake de l'utopie saint-simonienne. C'est une récidive. Ouais, c'est une récidive. On va vous apporter un cochon la prochaine fois pour vous mettre des pièces. Gling, gling, gling. C'est un remake de l'utopie. Ben oui, parce que je répète, tu m'as coupé. De l'utopie saint-simonienne. C'est-à-dire il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Il te reste 1 minute. Tout va aller très bien. Non, mais ça, c'est de la censure, c'est insupportable. Alors, je dirais, cette vision des choses, elle est... alors, Henri de Lesquen elle a beaucoup parlé en évoquant le fait que c'est une impossibilité politique. Un gouvernement mondial, par définition, sauf lorsque les Martiens débarqueront, le gouvernement mondial ne peut pas fonctionner parce que, précisément, l'humanité est un tout. Deuxièmement, mais attention, il y a quand même une conséquence. Ça veut dire qu'un gouvernement mondial ne peut fonctionner que s'il met une partie de l'humanité, s'il diabolise une partie de l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qui est déjà en train de se passer dans les pays occidentaux. Je rappelle que de plus en plus, tous ceux qui contestent l'idéologie dominante ne sont pas considérés comme des opposants normaux, mais des individus anormaux qu'il faut réduire au silence. Nous sommes déjà dans cette logique. Donc, un gouvernement mondial, ça ne serait pas une démocratie planétaire, comme écrit Jacques Attali, ça serait en fait une dictature mondiale où une partie de l'humanité serait placée en dehors de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, en fait, ça serait un système, un des grands totalitarismes. Pire, sans doute, que les totalitarismes du XXe siècle. L'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que croire qu'on va résoudre les problèmes en les globalisant est une grave erreur. C'est la même erreur que la planification soviétique, sauf que c'est à l'échelle de la planète. Plus vous globalisez le problème, plus vous devez intégrer des données, et plus ça devient compliqué. Et donc, nous faire croire que la gouvernance mondiale va résoudre des problèmes aussi complexes que les évolutions de la température terrestre, c'est une forgerie, et ça repose sur une impossibilité. Donc, la superclasse mondiale... et j'en terminerai par là, ce n'est pas un fantasme. D'ailleurs, les choses ont déjà beaucoup évolué. L'ancien président Obama vient, cet été, en Afrique du Sud, de dénoncer le rôle d'une nouvelle oligarchie financière. Quand même très nouveau, très nouveau. Donc le monde, cette superclasse mondiale, ce n'est pas un fantasme, elle existe, elle a pris le pouvoir. Elle s'exprime notamment au travers de ce qu'on peut appeler la davocratie, les gens qui seraient le forum de Davos. Mais c'est un pouvoir qui ne veut pas qu'on le désigne, qu'on l'appelle par son nom. C'est le pouvoir de ceux qui ne veulent pas que l'on gouverne. C'est donc le pouvoir de ceux qui usurpent et qui veulent usurper la souveraineté des peuples, notre souveraineté, et qui veulent remplacer le gouvernement des États, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui veulent détruire les nations. C'est pour ça que la superclasse mondiale veut en finir avec la démocratie, et c'est pour ça qu'il faut s'opposer à son action perverse. Merci.